Alain Vidalis, le ministre chargé des relations avec le Parlement, est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous à un moment où l'action du gouvernement semble durement handicapée, alors que la cote de François Hollande a atteint un record historique d'impopularité. L'opposition fait feu de tout bois, volte-face, couac, division de la majorité présidentielle, mais le Parti communiste français s'y met également et critique une politique à la petite semaine. Répondre également aux critiques de la presse qui s'interroge sur une défiance généralisée et un blocage de l'exécutif est une gageure pour vous, que vous allez devoir relever. Alain Vidalis, Jean-Louis Prévost de l'agence France Presse, notre partenaire avec Dailymotion, et Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoindront tour à tour au cours de cette émission. D'abord, bien sûr, l'écotaxe suspendue par le Premier ministre face à la révolte bretonne. Pourquoi ne pas dire que l'on ne verra pas cette taxe, qu'elle ne verra jamais le jour ? Ah non, je pense que c'est une surinterprétation. Et c'est pas ce qui a été dit. Suspension ne veut pas dire suppression. Et les vocabulaires ont leur importance. Le principe de cette taxe reste un bon principe. Il faut savoir d'ailleurs que ça vient du Grenelle en 2008 sous l'ancienne majorité, voté à l'époque à l'unanimité, puis dans la loi de finances pour 2008 qui constitue la base juridique de cette écotaxe. Après, la droite au pouvoir a mis cette écotaxe en œuvre dans des conditions, c'est vrai, qui n'étaient pas satisfaisantes. Ouais, d'abord, il y a eu le choix de la mettre en œuvre dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes après le coup de bambou fiscal. Si je peux terminer, ça c'est la théorie de la droite. Ensuite, on a mis en œuvre, ils ont mis en œuvre cette taxe en confiant un opérateur privé, qui coûte extrêmement cher. L'un des problèmes aujourd'hui, c'est que si on arrête, ça coûte 800 millions que devrait payer comme indemnité à cet opérateur privé, choisi par Madame Kosciusko-Morizet alors qu'elle était ministre de l'Environnement, pour faire cette opération. Alors, vous allez les trouver, ces 800 millions, parce qu'il va falloir verser le dédit. Non, nous n'allons pas verser le dédit. L'écotaxe, non, l'écotaxe n'est pas supprimée. Elle est suspendue et nous allons engager des négociations sur les conditions de sa mise en œuvre. Sur le principe... Attendez, restons sur le principe, sur le fait qu'un consortium privé, c'est assez inédit dans notre pays, soit chargé de collecter cet impôt. Donc, le ministre Stéphane Le Foll avait dit que si on arrête, ça coûte 800 millions. Oui. Bon, là, c'est reporté. Néanmoins, la société peut peut-être se retourner contre vous. Non, la société ne peut pas se retourner contre nous. Il n'y a que si on passait à la suppression qu'il y aurait ce droit à indemnité. Pour l'instant, la société, elle est dans le cadre de l'application du contrat, dans lequel elle a déjà un revenu annuel pour payer les investissements, les fameux portiques. Vous lui dites de patienter. Mais nous lui disons de patienter naturellement. Mais vous savez, Alain Vidalis, quand vous dites que ça n'est pas une suppression, ça n'est qu'une suspension, vous allez grossir les rangs des manifestants. Mais non, on ne va pas grossir les rangs des manifestants. Pourquoi vous voulez, avoir la capacité de dire que ce qu'a dit le Premier ministre ce matin, que c'était suspendu, ça voulait dire que c'était supprimé. Il n'a jamais dit ça. Mais les manifestants, eux, ils veulent une suppression en Bretagne particulièrement. Et ils se réunissent à nouveau samedi. Certains voulaient une suppression, et la plupart, un certain nombre d'entre eux, j'ai vu les réactions, sont d'accord sur la suspension. Pourquoi la suspension? C'est pas la suspension pour dire on la mettra en place telle qu'elle est plus tard. C'est surtout pas ça. C'est de dire, puisque les conditions de mise en œuvre de quelque chose que nous avions déjà modifié, je veux dire un mot là-dessus. En faveur de la Bretagne. En faveur de la Bretagne. Quand on arrive, il y a un abattement qui existe déjà, qui est de 25%, qui a été prévu pour la Bretagne, plus deux autres régions un peu périphériques. Nous l'avons porté, nous avons engagé la négociation, nous l'avons porté à 50%, notamment pour la Bretagne. Mais il est vrai, aujourd'hui, que pourquoi est-ce que ça explose en Bretagne? Pour une raison très particulière, c'est que c'est la conjonction entre la mise en œuvre de cette taxe sur les poids lourds et la crise Bretagne. Simplement, dans les faits aujourd'hui, il y a un lien entre les deux, mais il n'y a pas un lien de cause à effet. C'est pas l'écotaxe qui est à l'origine des difficultés de la Bretagne et notamment de l'agro-industrie. Tout simplement, elle n'existait pas jusqu'à présent. Elle cristallise aujourd'hui toutes les oppositions. Mais vous avez été très clair, effectivement, Alain Vidalis. L'écotaxe n'est pas supprimée. Alors, quand reviendra-t-elle ? Le gouvernement a dit qu'il prendrait le temps de la négociation pour parvenir à un accord. Donc on n'a pas voulu donner de délai. Ça sera forcément quelque chose qui nécessitera plusieurs mois. Mais je ne peux pas vous dire si ça sera 2 mois ou 9 mois ou 10 mois. Je n'en sais strictement rien. Parce qu'il faut qu'il y ait le temps de la négociation. Sur quoi va porter la négociation? Vous savez qu'il y a d'abord des
des discussions, des précisions à avoir, notamment s'agissant de ce qu'on appelle le cabotage, c'est-à-dire les gens qui, pour leur travail, font 40, 50, 70 km tous les jours, c'est-à-dire finalement élargir le champ des exonérations, plus un certain nombre d'activités professionnelles qui sont aujourd'hui en crise, qui ne l'étaient peut-être pas au moment où l'écotaxe a été décidé, et dont on va traiter secteur par secteur. On n'ajoute pas encore des étages à l'usine à gaz, là? Écoutez, le principe même de l'écotaxe, tel qu'il a été proposé par d'autres, donc je peux le dire à l'aise, on l'avait voté nous-mêmes, c'est un principe qui est un principe cohérent, c'est-à-dire qui consiste à dire l'usure de la route par le transport routier fait que nous allons faire payer, y compris les camions étrangers qui passent sur les routes françaises, de manière à avoir des revenus qui sont des revenus qui vont abonder ce qu'on appelle l'AFID, c'est-à-dire l'Agence de financement des infrastructures, autrement dit l'État, et qui permettent, y compris en Bretagne, d'avoir le financement de projets importants routiers dont la Bretagne a besoin. Alors, voilà pourquoi il ne faut pas le remettre en cause dans son principe. D'accord, donc l'UMP Christian Jacob a tout faux quand il demande la démission de Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, qui disait qu'on ne pouvait pas renoncer à l'écotaxe. Donc effectivement, on ne renonce pas à l'écotaxe. On ne renonce pas à l'écotaxe, et quant à Christian Jacob, c'est une nouvelle preuve de ce caractère très nuancé de ses propos. Alors, donc parlons avec vous de suspension, une suspension minable selon José Bové, qui semble dire tout haut ce que pensent les écologistes. On se souvient d'ailleurs que Jean-Vincent Placé, la veille de la décision du Premier ministre, avait dit que si le gouvernement cède, il ne faudra pas s'étonner qu'il n'ait plus aucune autorité. Oui, vous pouvez collectionner les déclarations de ce type, ce qui compte c'est la réaction aujourd'hui. La réaction des écologistes et notamment du sénateur, mais il peut y avoir ici ou là un élu, je sais bien que vous trouverez toujours quelqu'un. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la position des écologistes, qui sont des partenaires dans la majorité. Et leur réaction aujourd'hui, c'est de dire qu'ils restent favorables à cette taxe poids lourd, mais qu'ils comprennent que dans ces circonstances d'aujourd'hui, la décision de suspension qui a été prise est une bonne décision. C'est ce qu'ils ont dit, et notamment ce qu'a dit un sénateur écologiste ce matin à la réunion à Matignon. Et Monsieur Labbé. Voilà, il y a eu un déjeuner de la majorité à midi et ils ont repris collectivement cette position. C'est la seule qui nous intéresse. Il y a quand même cette petite musique toujours en arrière-fond. On n'avait pas envie, comme 56% des Français, de virer les ministres écolos du gouvernement, vous, Alain Vidalis? Mais pourquoi voulez-vous? Enfin, ils font partie du gouvernement, c'est un pacte majoritaire, ils ont soutenu l'élection du président de la République et personne n'a l'intention de décider de les virer. Ils sont partie intégrale et importante. Il y a des ministres écologistes au gouvernement, ils y sont. Tout autre chose, mais on reste dans la révolte fiscale, puisque c'est l'expression utilisée. À quoi va servir la réunion de l'Élysée jeudi avec les 8 représentants du football professionnel? Parce que alors là, il n'est pas question de reculer. J'ai envie de dire une nouvelle fois, si vous allez me reprendre, mais il n'est pas question de reculer, mais la politique, c'est aussi de la pédagogie. Ils ne sont pas d'accord, on l'a bien compris, avec la décision qui a été prise. Me semble-t-il, le projet de grève est quelque chose d'un peu indécent dans la situation d'aujourd'hui. C'est ce que va leur dire François Hollande jeudi. Je ne sais pas ce qu'il va leur dire, je ne suis pas son porte-parole. Mais par contre, naturellement, le président de la République, quand des partenaires, des socioprofessionnels, même si un désaccord demande à le rencontrer, il affiche sa position qui n'est pas circulée, il n'y a rien à voir, qui est de toute façon, je veux expliquer, je veux vous rencontrer, de manière à ce que même s'il y a un désaccord, le dialogue soit toujours maintenu. D'accord, mais la position sera réaffirmée. Clairement, d'accord. Alors à propos de François Hollande, je vous parlais du sondage qui montre son record d'impopularité. Le Monde se demande dans sa dernière manchette, Hollande peut-il encore agir? Que répondez-vous? Oui, il agit tous les jours et il va continuer à agir. Je vois bien, dans les commentaires aujourd'hui, il y a une sorte de commentaire qui consiste à dire ce président, au fond, manquerait de courage. Très honnêtement, est-ce qu'il y a eu, dans l'histoire de la République, un président qui a décidé, pour l'intérêt de la France, de mener une politique dont il savait par avance qu'elle était aussi difficile? Quand vous rentrez dans un quinquennat en disant aux Français la situation est telle
que je vais vous demander de faire des efforts, c'est-à-dire de payer des impôts supplémentaires, que je vais être obligé de réduire la dépense publique, ce qui n'est pas souvent facile. Je veux dire, le courage, c'est pas des mots, c'est des actes. Et un président de la République qui se dit que l'intérêt supérieur de la France, c'est de mener cette politique, je suis assez surpris qu'on puisse lui contester le courage. Vous savez, le courage en politique, il se mesure justement dans la possibilité et dans la détermination de prendre des décisions qui sont les décisions que la situation exige. Alors il y a la notion de courage, vous venez d'en parler, il y a l'autorité, je l'évoquais à travers des propos anciens de 24 heures hein, de Jean-Vincent Placé. Il y a aussi la critique qui vise le chef de l'État. On lui reproche de conduire la France un peu comme il menait le Parti socialiste, toujours en ménageant la chèvre et le chou, l'esprit de synthèse, ou le souci de la synthèse. Oui, qu'est-ce que vous répondez à ça? J'entends ce débat et ça nous ramène aussi au débat au fond sur le courage. Est-ce que le courage du dialogue et de l'apaisement n'est pas aussi honorable et méritoire que le pseudo-courage de la décision abrupte, circuler, il n'y a rien à voir, c'est moi le chef et j'ai décidé. Et on sait très bien, et ça a été sa personnalité, ça a été sa proposition dans la France d'aujourd'hui, avec tous les antagonismes qui existent. On le sait bien, c'est une situation sociale qui est difficile, on voudra bien admettre qu'on n'en est pas les seuls responsables. Que le président François Hollande décide d'avoir comme marque de fabrique, comme ligne de gouvernance, effectivement de rechercher d'une manière systématique le dialogue pour ne pas ajouter de la fracture sociale ou de la fracture. Non mais on a l'impression qu'il cherche le dialogue et la synthèse entre les différentes tendances de sa majorité présidentielle. Oui, hein, c'est pas simplement la synthèse entre les Français, c'est au sein même de son camp. Non, je ne vois pas comment vous pouvez poser cette affirmation. Il n'y a pas de discussion de ce point de vue-là. C'est plus. Ah bah quand même, il y a quand même des lignes. On va y revenir. Hein, mais je sais pas si on pense aux ministres qui défendent certaines positions humanistes entre guillemets et le ministre de l'Intérieur. Enfin, on pourrait prendre d'autres exemples. Hein. La synthèse a été faite et elle est juste. La synthèse, là encore. Non, mais la synthèse a été faite, mais le mot synthèse pèse de tout son poids. Il n'y a ni perdant ni gagnant si vous faites allusion à la réforme de la politique pénale qui sera débattue au mois d'avril au Parlement. Néanmoins, est-ce que vous niez le fait qu'il faudrait un électrochoc aujourd'hui pour le pouvoir exécutif, Alain Vidali? C'est lequel? Je pense que l'électrochoc, il viendra dans la société lorsque les premiers résultats viendront. On est dans la situation aujourd'hui, c'est vrai, où on a demandé aux gens des efforts. On a une ligne politique, surtout une ligne économique qui est claire, qui n'était pas facile, qui était courageuse. Et on est dans la période où les premiers résultats se font entendre, ils vont venir, on le sait bien. Mais quand vous passez de 30 000 chômeurs de plus par mois au mois de janvier à 5 000 aujourd'hui, pour les gens, et ils ont raison, c'est toujours 5 000 de trop. Sauf que nous, on sait très bien que quand on est à 5 000, c'est plus facile évidemment de passer ensuite à zéro et à l'inversion, ce qui est notre objectif. Donc on a toujours dit que c'était ça la ligne, et je pense que lorsque les Français, à la fin de l'année, verront les premiers résultats sur ce qu'est l'objectif majeur du gouvernement, mais qui est aussi leur préoccupation majeure à eux, c'est-à-dire la question de l'emploi, alors ce sera ça le choc salutaire pour le gouvernement. D'accord. Alors on a quand même entendu récemment quelques élus socialistes critiquer l'action du gouvernement. Il y a même Bertrand Delanoë qui a dit qu'il ne comprenait pas tout dans la politique qui est suivie. On a vu également quelques élus claquer la porte du PS, comme le sénateur Philippe Esnol, qui a changé de groupe. Du coup, il a trouvé refuge chez les radicaux de gauche. Avant d'accueillir Jean-Louis Prévost de l'agence France-Presse, parole de quelques socialistes en rupture avec Mounir Soussi. Après 20 ans au PS, David Derouet a dit stop. Le maire de Fleury-Mérogis a rendu sa carte, car à ses yeux, 1 an et demi après l'élection de François Hollande, sur le plan des réformes, le compte n'y est pas. C'est surtout l'idée que aucun des engagements électoraux forts n'a été tenu. En tout cas, ceux qui, structurellement, peuvent fondamentalement changer notre pays, ne sont pas mis en œuvre. Il n'est pas le seul à avoir claqué la porte. La semaine dernière, excédé par l'affaire Leonarda, le sénateur-maire Philippe Esnol a quitté avec fracas le groupe socialiste pour rejoindre les radicaux de gauche. Un comportement critiqué par Marie-Noëlle Lienemann qui regrette ses départs. Selon elle, pour infléchir la ligne du parti, le combat doit se mener grâce au débat interne. Quand les choses vont mal, les réflexes individuels prennent le pas sur l'intérêt général. Donc je le regrette, mais je pense qu'il faut regarder le symptôme à son origine, c'est-à-dire dans un grand décalage entre ce que fait le gouvernement et l'espérance de nos concitoyens, singulièrement du peuple de gauche.
Aujourd'hui sans étiquette, David Derouet ne bénéficiera pas des moyens du Parti socialiste pour mener sa prochaine campagne municipale, ce qui à ses yeux n'est pas forcément un inconvénient vu l'impopularité actuelle de la majorité. Beaucoup d'élus locaux sont, comme moi, très en colère. D'ailleurs, très nombreux sont ceux qui disent surtout nous ne mettrons pas le point à la rose lors de l'élection municipale. Cette défiance n'inquiète pas Ruth Solferino. Le parti considère ces départs comme un épiphénomène et estime que 2 cas isolés n'auront aucun effet boule de neige. Voilà, Alain Videlis, c'est Jean-Louis Prévost de l'agence France Presse, notre partenaire pour Paf par Toi, qui nous a rejoint. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir monsieur le ministre. Vos questions. Monsieur le Videlis, vous êtes le ministre des Relations avec le Parlement. Vous êtes bien placé pour écouter les parlementaires, pour entendre un peu toutes les remontées qu'ils peuvent vous faire le lundi lorsqu'ils reviennent de leur circonscription, de leur département. Alors justement, la gronde qui touche actuellement la France, est-ce que vous l'avez entendu, la crise sur la Bretagne, l'écotaxe, l'incohérence un peu fiscale et toute la pilule fiscale, est-ce que vous l'avez entendu et est-ce que vous en êtes fait le relais auprès du gouvernement? Naturellement. Dire, les parlementaires, quand ils reviennent de leur circonscription, se font l'écho de ce qui ne va pas. Et c'est extrêmement important pour le gouvernement. Les réunions des groupes de la majorité ou leur expression, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, sont évidemment très importantes. C'est pour ça qu'il y a régulièrement dans la semaine, y compris des réunions avec les présidents de groupe, les présidents des assemblées, pour justement enregistrer ces positions. On ne peut pas dire le contraire. Alors justement, là actuellement, on a le texte sur la réforme des retraites qui est au Sénat. Bon, le Sénat s'apprête à voter contre. Là, c'est pas une surprise, le PS n'y est pas la majorité. En revanche, à l'Assemblée, là, il a manqué 19 voix socialistes au gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a frôlé une espèce de blocage au sein même du PS dans cette circonstance, ou est-ce que ces députés n'ont pas été entendus à cette occasion? Non mais écoutez, la règle en politique et en démocratie, c'est que c'est la majorité. Moi je veux bien qu'on passe son temps à parler des 17 qui pensent qu'on peut voter contre le gouvernement alors qu'on a été élu avec la même étiquette. Je préfère vous parler des 280 qui, eux, soutiennent la politique du gouvernement. Bon, ces 17, c'est regrettable. C'est pas cohérent. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais on le dit avant, mais dans tous les cas, sur un vote aussi important, le vote du budget, le vote de loi de financement de la sécurité sociale et sur un texte aussi emblématique que la réforme des retraites, je pense qu'il aurait dû effectivement ne manquer aucune voix des parlementaires de la majorité et que c'est tout à fait regrettable. Ceci dit, ça n'empêche en rien le gouvernement d'agir, ni la quasi-totalité des parlementaires de suivre l'action du gouvernement. Alors, on a vu dans le sujet un maire qui a rendu sa carte du PS, il ne sera plus candidat socialiste à Fleury-Mérogis, mais regardez, même à Paris, Anne Hidalgo fait campagne pour les municipales, pour la succession de Bertrand Delanoë, et elle l'a dit, elle prend grand soin de se tenir à distance de l'action du gouvernement sur le thème eux c'est eux, moi c'est moi. Comment vous réagissez? Mais écoutez, qu'un maire ou qu'un candidat à la mairie dise « je ne veux pas rentrer dans un débat qui est un débat politicien sur pour ou contre l'action du gouvernement parce que… » parce qu'on a elle sait qu'elle se dit « ça va me plomber ma candidature ». Non, ça c'est votre interprétation. C'est ce qu'on a compris. Oui, mais c'est ce que vous avez compris, c'est bien ce que je viens de dire. Mais c'est pas exactement, c'est pas forcément la vérité. Qu'un maire, tous les maires, mais pas qu'à cette élection-là. C'est quoi une élection locale? Tout le monde sait, et c'est une bonne chose, qu'une majorité, 60% des électeurs, quelle que soit leur tendance politique, disent qu'ils vont se prononcer en fonction de l'action locale. C'est spécifique aux élections municipales. Il faudrait quand même être irresponsable ou être un candidat assez étonnant de dire « Ah ben attendez, moi je ne vais pas vous parler de la vie, puisque vous prenez l'exemple des Parisiens ou de ce que je vais faire, mais je vais vous dire pourquoi c'est génial ce que fait le gouvernement ou pourquoi je ne suis pas d'accord. » Je veux dire, c'est une réalité et tous les candidats, évidemment, essayent, et ils ont raison parce que ça correspond à l'état d'esprit des électeurs. C'est encore particulier parce que regardez, là il y a eu une alliance entre les socialistes et puis les communistes, que vous n'arrivez pas à obtenir sur le plan national, sachant que Marie-Noëlle Lienemann, qu'on a vu il y a un instant, réclame un changement de cap avec l'entrée des communistes au gouvernement. C'est une bonne chose qu'il y ait eu une alliance à Paris avec les communistes. C'est pas une alliance d'opportunité, c'est une alliance entre ceux qui ont dirigé la capitale pendant tant d'années ensemble, qui ont tenu leurs engagements vis-à-vis des électeurs et qui ont re-signé ce contrat de confiance. C'est une façon noble de faire de la politique. Alors pour
de revenir au travail parlementaire, vous avez quand même dans les dossiers un certain nombre de grands textes, de grandes réformes, comme la réforme pénale, la loi sur la famille, que vous avez repoussé après les municipales. Pourquoi vous les avez repoussées après les municipales? La loi sur la famille n'est même pas passée en Conseil des ministres à l'heure où on parle, donc oui. C'est quand même difficile. Et puis parfois je suis obligé de faire le bad boy vis-à-vis des autres membres du gouvernement. Mais quand vous regardez ce qui va se passer, le Parlement arrête de siéger le 28 février. Il y a des textes qui sont passés il y a plusieurs mois en Conseil des ministres, et pas des petits textes. La loi d'orientation agricole, je suppose que le débat va être long dans les deux assemblées. Le texte sur le commerce et l'artisanat, porté par Sylvia Pinel, qui est un texte aussi extrêmement important. Il y a le texte sur la déontologie des fonctionnaires, puisqu'on l'a fait pour les élus. Donc on a des textes qui sont passés il y a très longtemps, plus un certain nombre de textes dont je ne suis pas complètement sûr qu'ils seront finis au 31 décembre. Est-ce que c'est pas parce que vous ne craignez pas que ce soit des textes qui portent un peu à polémique et vous préférez éviter cette polémique? Votre observation serait juste si ces textes n'étaient pas passés en Conseil des ministres. Comment vous pouvez m'opposer cet argument sur un texte, puisqu'on fait référence à la loi pénale par exemple, qui est passé en Conseil des ministres il y a plusieurs semaines maintenant. Ce texte, il est connu. Si quelqu'un veut utiliser ce texte dans la campagne des élections municipales, nous sommes complètement transparents. Le texte, c'est-à-dire la position du gouvernement, elle n'est pas cachée. C'est exactement l'inverse. Nous avons passé le texte en Conseil des ministres. Votre argument aurait quelque force si on avait dit on ne va pas dire ce qu'on veut faire et puis on le dira après les élections municipales. On a dit depuis plusieurs semaines ce qu'on allait faire. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, on peut observer Marine Le Pen qui engrange, qui sur l'écotaxe par exemple, elle renvoie le PS et l'UMP dos à dos. Est-ce que ça va continuer pendant longtemps? Est-ce que vous allez réussir à l'arrêter? Est-ce qu'on va réussir? Est-ce que la France va réussir à l'arrêter? Au fond, c'est vrai que la montée, au moins dans les sondages du Front National aujourd'hui, c'est une source d'inquiétude. Et en même temps, il faut qu'on parle aux gens. Au fond, on sait très bien, c'est pas nouveau que l'extrême droite surfe toujours sur la crise, que ce soit la crise économique, la crise sociale, mais il y a aussi des éléments qui sont beaucoup plus inquiétants. Si ce qui génère aujourd'hui la montée éventuelle du Front National, c'est la montée du rejet de l'autre, c'est une fracture de la France. Le rejet de l'autre qui a changé d'ailleurs au cours des siècles. Avant c'était les Juifs, maintenant ça semble être plutôt les Arabes. C'est la République qui est en cause. Et en même temps, je me dis que si les gens prennent le temps de réfléchir, qu'est-ce qu'elle propose? Au fond, une petite France. Une France qui a peur de tout. Avec un projet économique qui correspond à cette idée-là. C'est-à-dire qu'on va s'enfermer dans nos frontières. Est-ce qu'il y a un seul électeur qui pense aujourd'hui que la France irait mieux si la France fermait ses frontières? Et alors, et les centaines de milliers de salariés qui travaillent chez Airbus pour vendre des avions, on va faire quoi? On aura tous nos avions pour nous. Ça n'a aucun sens. Sortir de l'euro avec la dette qui exploserait immédiatement, ça n'a aucun sens. Personne ne peut croire à ça. Et je me dis que finalement, ce qu'on a de mieux à dire aux gens qui sont tentés par ce vote-là, c'est de leur dire: est-ce que vous voulez de cette France-là pour vos enfants? Et je pense que non. Je pense que sur le moment, ils sont comme ça, peut-être séduits par le fait qu'on a tout essayé, que bon, ça va mal. Mais en même temps, cette France, cette petite France-là, c'est pas la France dont ils veulent pour leurs enfants. Et je crois que ça, c'est un combat frontal, c'est le combat pour la République. Vous avez évoqué tout à l'heure que Christiane Taubira est la recherche d'un texte équilibré sur la justice. Il y a quelques semaines, à votre place, il y avait l'UMP Gérard Longuet qui estime, lui, que le carburant du Front National, c'est Christiane Taubira. Et il nous l'a déclaré, il nous dit, c'est Christiane Taubira qui fait le Front National. Que répondez-vous à cela? Je réponds que quand on s'interroge, nous, aujourd'hui, sur la porosité entre l'UMP et le Front National, M. Longuet et ses propos sont un très bon exemple. Je veux ajouter quelque chose qui rejoint un peu votre question et qui m'étonne. Au fond, il s'est passé des choses ces dernières 72 heures, des événements que vous avez commentés les uns et les autres. Pourquoi est-ce que dans l'actualité, un des événements les plus graves n'a pas été à la une? Moi, ça me révulse que des enfants accueillent Christiane Taubira avec des bananes en faisant le cri de la guenon. Il y a des gens en France qui dressent des enfants à faire ça. Et ce qui est très étonnant, c'est que ça n'ait pas fait la une de l'actualité. Est-ce que c'est pas aussi grave que les autres débats qu'on a eus ce week-end? Et voyez, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que justement, cet événement-là a été d'une certaine façon, pas totalement,
mais banalisé alors que c'est une gravité extrême. Il fallait le rappeler effectivement, mais là vous parlez d'une instrumentalisation de cet enfant, une manipulation de l'enfant. Je ne crois pas qu'il y ait des enfants qui spontanément prennent des bananes pour aller faire le cri de la guenon quand ils voient une ministre comme Christiane Taubira. Vous ne vous contentez pas évidemment des dénégations de la Manif pour tous qui a condamné ce fait lamentable en disant nous n'y sommes pour rien, c'est en dehors de notre code. Je ne sais pas qui est responsable, mais dans tous les cas, il y a des gens qui sont responsables de ça. Et je crois que mettre cet événement avec sa gravité dans le débat public aujourd'hui, ça me paraît essentiel. Pour les municipales, est-ce que ce ne sont pas non plus des élections à risque pour la gauche? Par exemple, la Bretagne actuellement, qui est un peu où il y a une jacquerie, pourtant énormément de municipalités sont bien ancrées à gauche. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un basculement? Je pense que le mieux qu'on ait à faire quand on affronte une élection, c'est de l'affronter sans aucune certitude. Et plus on affronte les élections avec la crainte, plus on est déterminé justement à lever ces craintes. Donc je partage votre analyse, elle tombe sous le coup du sens, et en même temps je crois que ça doit renforcer justement et la détermination des socialistes, de la majorité, des majorités municipales dans leur ensemble, de mener ce combat face aux Français. Est-ce qu'il ne faut pas quand même un électrochoc pour... La question vient de m'être posée, et je pense on que... n'a pas été très spécifique, mais on pourrait préciser... Mais bon, par exemple, un remaniement, on a évoqué l'entrée de poids lourds du PS... La seule chose qui est sûre, je sais que ça passionne, et c'est bien normal, les commentateurs, la seule chose qui est sûre, c'est que le remaniement aura lieu un jour. Voilà. Vous savez bien que le reste, personne n'en sait rien, que les conditions, et c'est bien comme ça, c'est le président de la République qui estime s'il doit le faire ou pas, et que personne n'a d'informations. Et ça ne me paraît pas être aujourd'hui complètement à l'ordre du jour. En fait, je n'en sais strictement rien, donc je ne veux rien dire là-dessus. Donc vous ne suivez pas Marie-Noëlle Lienemann quand elle propose un changement de cap avec les communistes? Écoutez, Marie-Noëlle Lienemann, elle a le droit de s'exprimer, c'est une parole forte. Là, j'étais plutôt d'accord avec elle, d'ailleurs, sur la réaction qu'elle faisait vis-à-vis des élus qui quittaient le parti en disant que c'est l'inverse de la politique, l'aventure individuelle, ça n'a aucun sens. Elle disait que c'est une démarche personnelle, mais elle comprenait quand même certaines critiques. C'est l'inverse de la démarche. Je dis, voilà, c'est une voix aujourd'hui au Parti Socialiste qui est minoritaire et donc elle ne peut pas porter la ligne du Parti Socialiste, c'est clair. Alors, à propos d'électrochoc, on a parlé effectivement de l'hypothèse de remaniement. Il aura lieu, mais on ne sait pas quand, un jour forcément. Non, je dis un jour, ça veut dire que forcément vous finirez par avoir raison, même si c'est dans 2 ans. Quoi. Certains évoquent même, et on lit ça sous certaines plumes, une dissolution qui aurait l'avantage pour François Hollande de se retrouver en président de cohabitation et d'avoir de meilleures chances en 2017. Je pense que ceux qui écrivent ça, j'ai lu ça comme vous, ils devaient vraiment être en panne sèche d'idées pour pouvoir remplir du papier. Je dois dire que là, pour le coup, ça me paraît quand même assez singulier comme analyse, mais bon, il y a des week-ends où on n'est pas inspiré, probablement. Merci Jean-Louis. Perrine Tadano arrive juste avant l'évocation de ce débat, ce choc qui oppose 2 gauches apparemment. François Hollande était dans une posture d'équilibrisme, on en a parlé il y a un instant, entre idéalisme et réalisme incarné par celui qui connaît une embellie constante dans les sondages, lui au moins c'est Manuel Valls. François Goulin. Dans la guerre des gauches, c'est le camp de Manuel Valls qui domine. Même si l'affaire Leonarda a quelque peu égratigné sa popularité au sein du parti, il reste le ministre le plus apprécié des sympathisants socialistes. En face, l'aile gauche du PS peine à faire entendre sa voix, celle qui dénonce une droitisation idéologique. Cette gauche qui gouverne et qui se dit moderniste, ces sociolibéraux à la française estiment être l'avenir du parti face aux vieilles lunes et archaïsme socialiste. Je veux dire, c'est presque une vérité d'évidence que de dire que ce sont ceux qui gouvernent qui s'imposent, parce que ce sont eux quand même qui ont la légitimité populaire. Par l'expérience, c'est par la pratique gouvernementale que la gauche progresse, se modernise et répond aux attentes des Français. Que cette gauche-là se prétende moderne fait bondir les plus à gauche du PS, très critiques envers les récentes actions du gouvernement, et notamment en matière d'immigration et de sécurité. L'affaire Leonarda, justement, a ravivé les fractures. Modernisme, mon œil. Ceux qui veulent le progrès, ceux qui veulent le socialisme, ceux qui veulent partager les richesses, ceux qui veulent réduire les inégalités sont toujours modernes. Pas les aboyeurs, pas les gens qui vous prennent la petite fille à la sortie de l'école, pas les gens qui vous font un discours sur les migrants d'origine européenne non insérés. Je les appelle comme ça, moi. Je ne dis pas que c'est des gens qui ne sont pas assez insérés. Ça n'a rien de moderne. C'est très vieux. Le conflit n'est pas prêt de s'apaiser, d'autant que le président de la République donne des gages aux uns et aux autres et tente une politique d'équilibriste.
Les positions du ministre de l'Intérieur hystérisent de plus en plus ses opposants. La source de la division, c'est lui, hurlent les socialistes de l'ancienne école. N'était-ce pas lui qui voulait tout remettre en cause au sein du parti, jusqu'à son nom? Voilà, Perrine Tarnaud nous a rejoint. Alain Vidalis, Perrine, bonsoir. Bonsoir Michel. Vos questions au ministre Bonsoir. chargé des relations avec le Parlement. Bonsoir Alain Vidalis. C'est la guerre des modernes contre les anciens, relancée au sein du Parti Socialiste. Vous savez, ça... À nouveau les petites chapelles idéologiques qui s'affrontent ou... Oui, là, il y a des mots sur les modernes et les anciens. Je pense que si on veut faire un effort de clarification, je dirais que c'est pas les sociolibéraux qui dirigent aujourd'hui le Parti socialiste, et que ce sont ceux qui, au fond, s'affichent délibérément comme des sociodémocrates. Avec une... Ceux qui dirigent la France, vous voulez dire. Ceux qui dirigent la France, c'est le Parti Socialiste. Vous avez situé le débat. Les interlocuteurs sont forcément des socialistes. Le gouvernement, il parle français. Je pense que nous sommes des sociaux démocrates, modernes, et qu'il y a tout à construire, et que, effectivement, certains... Une social-démocratie assumée? Totalement. Mais ça veut dire quoi, la social-démocratie? C'est quelque chose d'assez clair. La social-démocratie, c'est cette idée que, d'abord, nous sommes dans une économie de marché. Soyons clairs, même si c'est un peu basique ce que je vais dire. Il ne me semble pas que les gens, peut-être quelques-uns, mais pas de cela, pensent qu'il faut nationaliser toute l'économie et que notre modèle, ce serait Cuba ou la Corée du Nord. Je ne crois pas. Bon. Il y a des entreprises dans un pays, et qu'un gouvernement de gauche se donne pour mission de dire il y a la situation des entreprises, et on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas, ou ne pas se dire qu'elles sont là pour créer des richesses, d'où ce qui a été fait, et en même temps, il y a la situation des salariés, il y a la question des services publics. Ce qui a été fait, c'est-à-dire l'allègement de la fiscalité sur les entreprises. Mais le pacte de compétitivité, vous savez, on peut nous dire tout ce qu'on veut, alors au détriment des ménages. Non, c'est l'argent public qui sert à alléger le coût du travail, puisqu'au fond, c'est ça. Mais vous savez, ce qui était intéressant, il y a eu le débat budgétaire. Il y avait un contre-projet. L'UMP a élaboré un contre-projet. Le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale a dit ben voilà ce qu'on ferait nous. Mais c'est extrêmement intéressant. Parce que si certains se posent la question de savoir quelle est la différence entre la droite et la gauche, alors moi je les renvoie à ça. Puisque leur réponse c'est ah ben oui, on va faire des économies, alors on va commencer par geler les salaires des fonctionnaires, par geler les pensions, par remettre en cause 15 000 suppressions de postes de fonctionnaires tous les ans. Enfin, bon, c'est la vraie droite. Et ceux qui se posent ces questions-là, y compris Marine-Noëlle Lienemann, je les renvoie à ça. Non, c'est un gouvernement de gauche qui est au pouvoir. Dans la cacophonie actuelle, on peut se demander si le gouvernement n'a pas grillé ses dernières cartouches pour apparaître comme un parti de gouvernement crédible. Ah ben ça peut être votre appréciation, mais je vais essayer de vous convaincre. Simplement, hein, quand on lit en ce moment toute la presse, y compris celle de gauche. Oui, au fil de l'eau et au quotidien, quand les premiers résultats ne sont pas là. Mais enfin, il y a une logique et il y a une cohérence dans la politique qu'on a menée depuis le début. Mais c'est quand même ça. Tout le monde ne voit pas ni cette logique ni cette cohérence. Mais c'est quand même ça qui est essentiel. C'est quand même ça qui est essentiel. Sur des fondements politiques qui sont majeurs. Premièrement, est-ce que ce pays doit retrouver son indépendance, sa souveraineté? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le politique puisse encore faire quelque chose. Et là, la situation qu'on trouve, avec un endettement majeur, fait c'est que chacun l'a bien vu, les agences de notation qui décidaient. Donc il faut se désendetter et il faut réduire le déficit. C'est pas un choix idéologique, c'est un passage obligé pour le retour à la démocratie. C'est quand même fondamental. Ça, c'est ce que ce gouvernement a fait. Ensuite... Enfin, il faut quand même aller jusqu'au bout, hein, quand même, pour le désendettement de la France. Non, mais attendez, oui, vous avez raison, la tâche qu'on nous a laissée, mais enfin, vous ne pouvez pas contester qu'on a enfin commencé à réduire les déficits, et bon, c'est quand même essentiel. Ça fait 18 mois que nous sommes là, donc c'est ce que nous avons engagé comme réforme. Ce gouvernement, en même temps, a dit, nous allons mettre la priorité sur ce qui, nous, gens de gauche, nous importe, l'école.
Enfin, bien sûr, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, mais la rentrée scolaire a quand même été... Il y a des gens, il y a des enseignants... Il y a beaucoup de contestations quand même sur l'application de la réforme sur des les rythmes rythmes scolaires. scolaires. Oui. Mais sur les postes d'enseignants auprès des enfants, les postes qui ont été créés, qui étaient un choix politique, ils sont là. Et ça me paraît quand même essentiel. Mais ça, comment vous expliquez alors qu'il y ait autant de critiques contre l'exécutif? Qu'est-ce qui tourne pas rond? C'est un problème de communication, pas seulement, non? Vous estimez victime d'une injustice. Vous savez, il n'y a pas de... Non, c'est jamais la faute des autres, c'est toujours notre faute. Alors, quelle est votre faute? Mais parce que probablement qu'il y a une impatience, et la fracture est forte aussi. Les difficultés sociales, elles sont majeures. Mais ça vous atteint, toutes ces critiques en ce moment? Ça atteint toujours les critiques, mais ça ne doit à rien altérer notre détermination. Ah, mais vous, personnellement, on croit, non, on croit à ce qu'on fait. Je veux dire, on a une légitimité pour le faire, la seule possible, l'élection du peuple. Et en même temps, on le lui reproche. Le président de la République a cette méthode qui est la sienne, et je l'ai dit tout à l'heure. Et qu'on lui reproche effectivement beaucoup. Le courage du dialogue dans une société qui est aussi fracturée, ça me paraît au moins aussi honorable que la brutalité. Est-ce qu'il y a un problème dans l'entourage du président de la République, dans l'organisation de l'Élysée? Est-ce qu'il faudrait restructurer un petit peu le cabinet du président de la République? J'en sais strictement rien, et dans tous les cas, ce que je vis au quotidien pour être, je dirais, un interlocuteur assez proche non, je veux dire, le problème, il n'est pas de cette nature. Le problème, il est clair, c'est que les Français, la vie quotidienne est difficile. La vie quotidienne est difficile. Ils ont envie que leur vie quotidienne s'améliore. Quand le chômage, ça s'améliore, mais enfin, ça continue. Il y a quand même 5000 chômeurs de plus. Je veux dire, ils voient bien. Le problème, quand même, c'est que les Français ne font plus confiance à François Hollande et que le seul les Français, dont on a l'impression qu'ils s'en tirent dans ce gouvernement, c'est Manuel Valls. Regardez les derniers sondages, Alain Vidal. Il fait partie de l'équipe et je suis très heureux que son action soit... Mais pour les Français, il serait même un meilleur candidat à la présidentielle que François Hollande. Moi, je veux pas. Je veux dire, je sais très bien que la politique politicienne, les sondages, ceci ou ça n'a strictement aucun intérêt. C'est en 2017, il y a un président de la République. C'est un état de l'opinion aujourd'hui, en novembre 2013. Vous faites votre travail, mais franchement, ça n'a aucun intérêt pour l'avenir de la France. Ce qui a un intérêt aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir dans l'équipe des ministres de qualité, dont Manuel Valls, qui, je crois, en plus, je veux le dire parce que je partage cette conviction avec lui, son discours républicain, son attachement aux valeurs républicaines, c'est un rempart essentiel contre la montée du Front National. Et toute l'équipe bénéficie de ce positionnement parce que c'est aussi le nôtre et il l'exprime avec talent. Vous dites les sondages, et pourtant, il critique Emmanuel Valls, y compris... Vous dites les sondages, c'est la politique politicienne. Mais on a parlé tout à l'heure de la cote d'alerte, de l'impopularité du chef de l'État, et certains s'interrogent d'ores et déjà sur son procès en légitimité. Que répondez-vous à cela? La parole est libre, les gens peuvent s'interroger. Vous savez, je regardais, les sondages sont pas bons, mais enfin, il y a eu d'autres périodes où, au lieu d'être à 26, ils étaient à 31. Ça, c'était au début du quinquennat. Oui, mais là, c'est pas... Est-ce que la différence entre l'illégitimité et la légitimité, c'est des 5 points entre 26 et 31? Moi, je vous laisse la responsabilité de cette approche. Le Premier ministre et le Président de la République ont quand même été sifflés, par exemple, à Marseille, au lendemain du second tour de la primaire PS, par des militants socialistes. Ça vous interpelle pas? Ça vous gêne pas? Mais franchement, vous pouvez comme ça additionner donc tout va bien. les événements. Mais je ne vous dis pas que tout va bien, mais je veux dire, entre l'écume des choses et le fond de ce que vivent les Français, je pense qu'il y a une différence et qu'on doit entendre ce que sont les questions de fond que se posent les Français. Alors, est-ce qu'au Parti Socialiste, dans l'organisation du Parti Socialiste, est-ce que tout va bien? Harlem Désir, dont on dit qu'il est en sursis, est-ce qu'il doit partir après les municipales ou après les européennes? Vous ne ferez pas la même réponse que sur l'Élysée, sur le Parti Socialiste. Pourquoi? Sur l'organisation de l'Élysée. Parce que... Harlem Désir, qui est beaucoup critiqué. J'entends les critiques contre Harlem Désir, mais... Globalement, le Parti Socialiste a un problème, et c'est pas un problème de personne, mais un problème qui est assez redondant. Quel est le positionnement d'un parti politique lorsque il soutient le gouvernement? Oui, c'est toujours difficile. C'est extrêmement difficile et ce positionnement n'est pas facile. Mais c'est quand même rare, Alain Vidal, d'entendre le chef de ce parti politique au pouvoir critiquer son président de la République à peine 2 heures après une intervention à la télévision. Je parle là de l'affaire Leonarda. Ça n'a pas été la meilleure de ses interventions, mais elle est assez isolée. Enfin, il a creusé un peu sa tombe, là, non? Harlem Désir.
Pourquoi voulez-vous? Non, il a l'air d'aller bien. D'accord. J'ai pas vu que... Bon, donc il n'est pas en sursis, il doit rester à la tête du Parti Socialiste, vous voulez pas? Bon, après, c'est des questions de commentaires. Je vous ai dit ce que je pensais de son intervention, c'est tout. D'accord, justement, dans l'affaire Leonarda, la famille Dubrani a déposé un recours pour un éventuel retour. Elle pourrait revenir, vous pensez, la famille Dubrani, la famille de Leonarda? Écoutez, nous sommes dans un état de droit. C'est la gloire, c'est l'honneur de ce pays. Il y a des lois. Et s'il y a des recours qui sont engagés, petite connaissance juridique, il me paraît quand même que ce recours-là, qui ne serait que le énième, il est quand même extrêmement aléatoire et probablement voué à l'échec. Vous avez regardé les arguments mis en avant par cet avocat de Besançon? Oui, j'ai regardé, mais je ne veux pas me substituer au juge et surtout pas à l'exécutif. Et c'est dès lors qu'un juge est saisi, c'est lui qui appréciera et c'est bien comme ça. D'accord. Est-ce que vous redoutez de nouvelles manifestations de lycéens à la rentrée après les vacances de la Toussaint? On ne voit pas très bien quel serait le fondement. Voilà, il y a eu une proposition qui a été faite, elle a été suffisamment critiquée par le président de la République qui a souhaité à la fois rappeler la règle de droit et le respect des décisions de justice et avoir un geste puisqu'il y avait eu un dysfonctionnement. Donc vous pensez que c'est de nature à calmer les lycéens, même s'ils sont encouragés par votre ami Jean-Vincent Placé? Oui, je lui réserverai sur cette affaire la même observation que précédemment. Je l'ai connu meilleur dans ses interventions que celle-là. Bon, c'est tout, c'est soft. Il appelle quand même des lycéens à descendre dans la rue. Oui, quand un gouvernement où les communautés écologistes sont représentées. C'est pas la meilleure de ses interventions, c'est clair. Le budget de la sécurité sociale a été adopté tout à l'heure par l'Assemblée nationale avec le volet épargne, donc en sursis. Est-ce que les modifications vont être apportées, j'imagine, ici au Sénat, lors de la nouvelle lecture au Sénat? Ça va être quoi? Par quel biais? Par des amendements du gouvernement? Par des amendements du rapporteur? Vous avez fait la question et la réponse. Par des amendements du gouvernement. J'ajoute simplement que le texte a été voté tout à l'heure à l'Assemblée nationale par 320 voix contre 243. Et ce qui est important par rapport à cette majorité que l'on dit divisée, c'est que sur les questions essentielles, la loi de financement du pays, le budget et la loi de financement de la sécurité sociale, l'ensemble des partis membres de la majorité se sont rassemblés à l'Assemblée nationale. Dernière question très rapidement sur le travail du dimanche. Il y a une décision aujourd'hui de la Cour d'appel de Paris qui autorise Castorama et Leroy Merlin à rouvrir, mais pas Bricorama. On est complètement perdu. Est-ce qu'il va y avoir une loi sur le travail du dimanche qui va simplifier tout ça? Il y aura peut-être une loi, la décision n'est pas prise. Dans tous les cas, il y aura un dispositif juridique nouveau. Vous le savez, la décision qui a été prise, c'est de confier à M. Bailly voilà, une étude sur ces questions-là, avec les problèmes éventuellement d'ajustement, parce que je partage votre appréciation sur le caractère assez difficilement compréhensible, y compris vous aussi, des vous êtes décisions. paumé, Pas critiquer la justice, mais il me semble qu'il n'y a pas forcément de logique dans les décisions successives, mais peut-être qu'on n'a pas tous les éléments. Dans tous les cas, il faut... Enfin, vous aviez quelle est votre position sur la décision de la justice? Là, en appel, je veux dire, l'autorisation est donnée. Non, mais on respecte les décisions de justice. Il y a une règle de droit aujourd'hui. Cette règle de droit, manifestement, est assez ambiguë. Elle a abouti à des décisions. Peut-être une loi, si c'est nécessaire. Mais pourquoi je dis ça? C'est pas pour échapper à la question. C'est que pour entrer dans un débat plus juridique, probablement que s'il y a des modifications, elles peuvent aussi intervenir simplement par décret. Voilà. D'accord, voilà, effectivement. Merci Alain Vidalys. Merci, c'est pas trop dur de monter au front pour défendre le gouvernement auquel vous appartenez. Vous parlez du courage du chef de l'État, il vous en faut? J'en suis très heureux, et au contraire, voilà. Au contraire. Au contraire de quoi? Au contraire, au contraire, je suis très content de venir défendre la politique du gouvernement. Ça me fait, merci. Ça me fait plaisir et merci à vous et je reviendrai autant de fois qu'il y a. Merci, bonsoir à tous et à très vite.